Et c'est le temps d'une bière, un podcast sur la bière et sur l'histoire, mais aussi sur les drogues, sur les cultures, l'anthropologie, les voyages dans le temps et bien des affaires intéressantes. Cet épisode est une présentation de Mixoloco. Mixoloco, c'est une compagnie de mixologistes basée à Gatineau, la ville d'enregistrement de notre glorieux podcast. Et c'est une compagnie qui se spécialise dans l'organisation d'événements à domicile, c'est-à-dire, oui, dans votre chez-vous, dans lequel ils sont prêts à vous faire une belle ribambelle de cocktails à toutes sortes de thématiques. Ils ont un grand spécialiste avec eux, Émile, à qui j'ai demandé ni plus ni moins que de me faire le drink préféré de Al Capone et ça ne m'a pas déçu. Aujourd'hui, pour le temps d'une bière, je reçois l'humoriste Steven Bilodeau. Bonjour, bonsoir. Toi, qu'est-ce que tu connais de la Prohibition? Écoute, je me suis éduqué. Premièrement, je dois m'afficher comme néophyte dans le domaine. C'est une zone sécuritaire ici, tu peux t'exprimer. Mais ce que je peux comprendre en m'éduquant, c'est que la prohibition a été faite, entre autres, pour justement enrayer la violence. C'est ça qui est le plus ironique. Hein? Oui. Parce que... La violence et tous les crimes sexuels aussi qui pouvaient venir Ouais. de la consommation de cette boisson-là. Puis, on va devoir pointer du doigt les hommes parce que j'en ai pas lu des histoires d'horreur sur les femmes en alcool. Donc... Oui, puis je pense que c'est un excellent point de départ parce que la violence conjugale, Oui. c'est une des raisons principales, sinon la raison principale pour laquelle la prohibition a eu lieu. Donc, on va dresser le portrait. Oui. On retourne à la fin du 20e siècle. La fin du 19e siècle. Les États-Unis sont fous. C'est une époque où est-ce qu'il y a des politiciens qui croient à l'eugénisme, c'est-à-dire la stérilisation forcée de la pauvreté. On donne des élixirs basés sur de la cocaïne pour aider les gens à avoir de la vigueur dans leur chez eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour eux autres, ils n'avaient pas José la vigueur. Donc... Ils ont utilisé une autre façon de faire. Absent José Lavigueur, des élixirs à la cocaïne. Ça va faire du bon rire sur les réseaux sociaux. Je me sens déjà mal, les gars. On est déjà en train de le perdre, de nous perdre. Alors, c'est ça, on a Mixologo là, qui nous écoute, puis eux autres sont complètement perdus. Mais c'est ça, ça va mal. C'est juste pour dire à quel point c'est vraiment bizarre, le contexte politique, économique aux États-Unis. Premièrement, les gens sont fous. On a beaucoup de xénophobie, on a beaucoup de pauvreté. C'est l'industrialisation. Mais surtout, on boit beaucoup d'alcool, puis on en boit partout, et il n'y a pas de limite. L'apothéose de consommation personnelle par tête de pipe d'alcool a été atteint en 1830 avec le joli record mondial de 7 gallons par personne. C'est assez énorme. Puis quand je dis 7 gallons, je parle de l'alcool pur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les messieurs, et surtout les messieurs, qui reviennent du travail, ils sont complètement chauds parce qu'ils ont bu à partir du matin, parce qu'on boit avec du whisky notre déjeuner. En fait, notre déjeuner, des fois, c'est un verre de whisky. Alors, on s'en va dans des saloons aussi. Les saloons, ça, là, c'est pas votre petite microbrasserie avec le barman qui est ton ami puis qui te dit « Comment ça va aujourd'hui, mon chum? » Non. Le saloon, c'est l'endroit des pires insanités. Vous avez des gens là-bas qui vont vous droguer littéralement en vous donnant des belles choses comme de la cantharidine. Ça, c'est une espèce de poison qu'on trouvait en Californie qui vient d'une espèce de moustique, d'une mouche espagnole qui était utilisée autrefois, jadis, comme une forme de Viagra, si on veut. Et ça excitait les passions d'en bas. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il fallait enflammer l'urètre ou en tout cas les organes reproducteurs, ce qui faisait que ça donnait aux messieurs l'envie d'aller à l'étage d'en haut et aussi de consommer plus d'alcool pour, s'abreuver. Comment qu'on enflammait ça? On mettait un peu d'alcool, on foutait le feu, puis ça allait dans le gosier, puis ça mettait littéralement le feu aux organes reproducteurs en causant une forme d'inflammation qui s'exprimait chez certains comme étant une forme d'appétit sexuel renoué. Le seul problème, c'est que ça pouvait vous tuer en une dose extrêmement petite. Donc ça, c'est une des choses un peu abusives qui arrivait, mais grosso modo, le problème, c'est que les saloons, il y en a 300 000 en fin de siècle. Wow. Il y en a partout. C'est une explosion d'à peu près 30 fois dans d'une génération. Donc, on passe d'un moment où est-ce que vous avez une taverne dans chaque petit village, où est-ce que tout le monde s'en va apprendre les nouvelles de ce qui se passe, se trouver un emploi, se faire des amis, trouver un contrat, le trahir tout de suite. Et on passe de ça à une espèce d'hôtel ambulant qui est à la fois un casino, un bordel et aussi le quartier général de la pègre locale dans lequel on vous sert des choses qui parfois peuvent être bonnes, parfois peuvent être extrêmement nocives pour la santé, mais surtout, ils sont partout et on entisse surtout les jeunes travailleurs à venir là-bas à travers un lunch gratuit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a mangé? Incitatifs.
beaucoup d'incitatifs, À beaucoup de consommer. tricheries. Et ce qui est encore pire, c'est que même là où est-ce que c'est réglementé, la loi n'est pas appliquée parce qu'en fin de siècle, les États-Unis sont un pays encore avec des institutions très pauvres, ce qui fait que les gens font bien ce qu'ils veulent. Et là, les premières personnes qui vont se plaindre de ça, ça va être, comme tu l'as dit, les femmes. Oui. Les premiers mouvements politiques faits par des femmes, pour des femmes, sont des mouvements de tempérance. Bien, on acceptait justement ce qu'on appelait les boissons tempérées. Donc, les boissons qui avaient 2 d'alcool et moins. Donc, ça, c'était très accepté aux États-Unis. C'était accepté puis c'était recommandé par le docteur. Oui. En fait, c'était 2,41 par 2 semaines. Je pense que c'est ça qui était autorisé. Oui, oui, oui. Je pense que c'est 1,41 par 2 semaines par personne. À l'époque de la prohibition, À l'époque de la, justement. de la prohibition. Bien, ça, on va en parler. À quel point, non seulement la prohibition, ça commence mal, ça finit mal, puis c'est déjoué de toutes sortes de façons par des espèces de schémas comme ça, où est-ce que les docteurs vont, disons, prescrire joyeusement toutes sortes de remèdes pour oublier leur rhumatisme, si on veut. C'est un peu comme le cannabis pour le glaucome. Oui. Mais à la base de tout ça, la consommation d'alcool était, entre autres, pour éloigner les travailleurs de leur misère. Ouais. Tu sais, les conditions de travail, les conditions de vie étaient misérables, exécrables. Donc, l'alcool était une façon de... Puis là, on parle pas de goût. Hein? On parle pas de goût, puis on parle pas de boire de façon sociale. Non, on buvait pour perdre la vue, puis éventuellement tomber par terre et tomber endormi. Hey, il faut que tu boives ton drink aussi. Là. Les autres ont préparé ça pour toi, mon chum. Oui, puis pour moi. Merci les gars de Four Loko. Vraiment intéressant. Alors, c'est ça. C'est la fin de siècle. C'est la fin du 19e siècle. Et puis là, les femmes se rebellent, mais ne sont pas les seules. C'est bon, hein? Pas méchant. C'est drôle de parler de prohibition puis de dire à quel point le drink non, c'est parce que j'ai eu un petit bandage en même temps. Fait que c'est super. Et puis, t'as pas fini avec moi. Non, moi, je ne sais plus à quoi m'attendre. Donc, c'est ça. Fin 19e siècle, les choses vont mal. La société américaine est profondément pauvre, mais en même temps s'urbanise à un rythme fou. Donc, il y a toutes sortes de déplacements, de culture, mais aussi beaucoup d'immigration. Et en fin de siècle, on a maintenant 4 millions pas d'Américains, mais d'Allemands qui amènent avec qui amènent de la bière, qui amènent la technique de préparation de bière bavaroise. Et puis, on a aussi beaucoup d'étrangers qui sont les patrons des saloons. Donc, ça s'en va chercher la fibre xénophobe de beaucoup d'Américains qui se trouvent plus patriotiques et qui, eux, font un lien direct entre, disons, l'aversion envers les immigrants et puis la consommation d'alcool à l'excès. Donc là, il y a le xénophobisme, mais il y a aussi les femmes qui veulent se protéger de la violence conjugale et puis il y a aussi l'Église. On peut-tu mettre ça en contexte? Pourquoi les femmes? Parce que la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont été laissées seules. Les hommes étaient partis à la guerre. C'est important de le dire que c'est un peu les femmes qui supportaient notre société ici. Et donc, c'est eux qui avaient tout l'espace et le temps pour justement être militantes et étaient victimes aussi de problèmes dus à l'alcool. Donc, c'est pour ça le militantisme des femmes à cette époque-là. Et c'est tellement vrai que les brasseurs américains se sont associés spécifiquement pour empêcher le droit de vote des femmes parce qu'ils savaient très bien que dès que les femmes auraient le droit de vote aux États-Unis, puis c'est arrivé tout juste après la Première Guerre mondiale, comme par hasard, les brasseurs américains, qui étaient la principale force d'opposition aux Ligues de tempérance, savaient très bien que si les femmes pouvaient voter, c'était la fin des brasseries. Donc, il y a tout un paquet de personnes qui sont du même côté pour la première fois de plusieurs générations américaines. Là, tu as les industrialistes, tu as le clergé qui voit dans la lutte à l'alcool une façon d'aller récupérer des croyants, ou plutôt d'en avoir encore plus. Il y a les femmes qui militent à raison pour avoir des droits politiques qui, jusqu'à présent, n'étaient pas présents. Donc, tout ça va coaliser, si on veut, va coaguler dans la Ligue anti-saloon. Puis le but, c'est d'éliminer les saloons. C'est pas nécessairement d'aller détruire l'alcool, puis tout mettre ça dans la rue, puis tout drainer, puis d'empêcher des bons citoyens comme toi puis moi d'avoir un petit verre une fois de temps en temps. Non, c'est de détruire les saloons. C'est le fun que tu prétendes que je suis un bon citoyen. Mais moi, je suis un gars optimiste. J'ai une question pour... Pierre, est-ce que tu crois que tu es un gars optimiste, que je vais devenir une bonne personne? Je pense que tu es déjà une bonne personne, mais je suis ouvert à être convaincu du contraire. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux dire en nom? Non, pas du tout. Pas de dossier criminel. Il n'y en a pas qui s'en viennent. Super. Est-ce que tu penses que
les tavernes ont interdit la présence des femmes dans les tavernes, entre autres à cause de cet héritage-là? Ouais, il y a quelques documents aux États-Unis qui nous permettent de croire qu'on a spécifiquement fermé les tavernes à l'époque aux femmes, en partie pour pas que les femmes viennent protester directement dans la taverne, mais il y avait une autre raison, puis cette raison-là, elle vient du Moyen Âge, puis c'est peut-être la raison principale, c'est que puisque certaines tavernes, certains saloons, certains établissements dans lesquels on vend de la boisson utilisaient parfois des prostituées pour inciter les hommes à venir. On interdisait la présence de femmes parce qu'on ne pouvait pas savoir qui était une prostituée, puis c'était aussi simple que ça. Puis ça, c'est parce que les femmes étaient invisibles, si on veut, qui n'étaient pas comme considérées dans l'équation, qui faisait qu'ils en souffraient, puis qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les tavernes. Au Québec, je pense que c'était cette espèce de vieux réflexe médiéval-là qui a fait qu'on n'a pas autorisé les femmes à rentrer dans les tavernes avant les années 1970, alors qu'ils avaient le droit de vote depuis au moins 30 ans. Fait que ça, c'est un non-sens de l'histoire, basé sur des très vieilles superstitions, à mon sens, d'après ce que je connais. Et puis là, la prohibition finit par rentrer avec la Ligue anti-saloon, qui était une machine de guerre épouvantable. Quand je dis machine de guerre, là, je pense à les barons du marketing, les gens qui étaient à la tête de la Ligue anti-saloon. Ils possédaient à peu près 800 bureaux d'organisateurs d'agitation puis de propagande. Ils sortaient par mois à peu près 40 000 tonnes de documents, de pamphlets dans lesquels on disait si vous buvez de l'alcool, dans le fond, vous êtes une mauvaise personne, etc. Sauvez vos femmes, sauvez vos enfants. Il y avait beaucoup d'arguments. Ils faisaient de la prévention, mais dans le fond, c'était une forme de répression. Oui, c'est un peu des deux, puis c'est ça qui est le plus bizarre, parce qu'il y a personne qui est juste complètement tempéré. Tu avais beaucoup de personnes là-dedans qui étaient vraiment sur une mission religieuse. On voit vraiment le rôle de la religion C'était là-dedans. l'Église qui poussait ce mouvement-là aussi. Oui, puis il y avait une espèce de sentiment de si on élimine l'alcool, on va tout régler les problèmes de l'humanité, parce que l'alcool est à ce point un grand mal que si on l'enlève, tout va bien aller. Et c'est avec ça que finalement, sous la pression de la Ligue anti-saloon, on passe finalement la loi sur la prohibition en 1920, le 16 janvier 1920. C'est pas en 1919? C'est ratifié en 1919, puis ça entre en vigueur le 16 janvier 1920. Fait qu'ils ont donné une période buffer de zone. grâce. OK, une période de grâce. J'aime ça, ton français, oui. Période de grâce. Ben oui, une zone muffler. Ça a dû boire dans ces mois-là. Ça devait pas être drôle. Ben justement, ça, dans le fond, c'était une faveur. C'était une fleur qu'on faisait aux brasseurs et aux distilleurs. On leur a dit, on vous donne un an, il faut vous préparer. Fait qu'ils se sont réorganisés, mais surtout, ils ont commencé à vendre leur alcool. Puis ils commencé à trouver des réseaux clandestins. Et c'est ça qui nous amène au côté le plus intéressant de la prohibition, la corruption généralisée. C'est que dès que ça entre en vigueur, sitôt arrivé, sitôt bafoué, tu as déjà des gros réseaux de contrebandiers qui se mettent en place. Dans les premières heures, à minuit, il y a déjà des trains qui se font confisquer. Et puis, il y a déjà des gens très près de la frontière américaine au Canada qui sont prêts à aider. Et c'est là qu'entre en jeu notre belle province adorée du Québec, parce qu'il va y avoir un moment, une période de grâce, vers 1920, où est-ce que notre province est la seule place en Amérique du Nord où est-ce que le commerce d'alcool est légal. Tu penses pas qu'il y en a qui s'en vont faire le party là-dedans? Mais encore là, oui, mais pas partout. Non, hein? Pas partout. Principalement Montréal et la ville de Hull. Montréal et Hull, comment ça? Parce que c'est là où est-ce que les Américains débarquaient, parce que la prohibition n'avait pas touché ces villes-là. En particulier. En fait, il y avait des restrictions de la part du gouvernement. Beaucoup, hein, mais quand même. on voyait beaucoup de délinquance dans la ville de Montréal, dans la ville de Hull. Alors, lorsque la prohibition a fini, en 1933, ben, on a vu beaucoup moins d'Américains s'en venir ici au Canada, surtout dans la ville de Hull et la ville de Montréal, consommer. Parce que maintenant, le droit était permis, et donc il n'y avait plus besoin de voyager pour ça. Et ça l'a fait mal au tourisme? Ben oui, parce qu'ils venaient des États-Unis en légion pour profiter précisément du statut légal de la vente d'alcool à Montréal. Puis évidemment, en ce moment, on est à Gatineau, il faut le dire. À Gatineau, qui était connu comme étant le petit Chicago, qui était aussi juste à côté de la frontière de l'Ontario. Or, pendant que c'était légal au Québec, il y a eu une période où c'était pas légal en Ontario. Exactement. Puis ça a permis aux Américains de faire une fortune, ou plutôt aux Québécois de faire une fortune. Parce que, en principe, l'alcool était très réglementé au Canada, mais ça n'a jamais été aussi sévèrement réglementé qu'aux États-Unis, dans le fond, de 1920 à 1933, la vente, la manufacture,
manufacture, on fait pas une manicure. La production puis le transport d'alcool était interdit pendant 13 ans. Au Québec, il y a 1 an dans lequel l'alcool est interdit. Puis à partir de ça, en 1921, on a la Commission des liqueurs. Oui. Fait que le monde au Québec pouvait aller acheter légalement de l'alcool à la Commission des liqueurs. S'acheter une coupe de bolides comme des Ford puis des Cadillac, puis aller vendre ça comme ça aux États-Unis. Oui. Oui, parce que le gouvernement va autoriser la commercialisation. En fait, la production, on ne pouvait pas, je pense que le Québec, corrige-moi si je me trompe, ne pouvait pas importer de l'alcool des États-Unis, mais pouvait en exporter aux États-Unis. Ouais. Donc, on avait le droit à notre propre production, notre vente libre à l'intérieur de la province. Puis éventuellement, l'Ontario s'est sorti aussi de cette forme de prohibition. Un tout petit peu plus tard. Je pense que ça nous a pris 3 référendums. Oui, juste 3 référendums. Nous, ça nous a pris 2 référendums avant de claquer la porte à l'indépendance. Mais les chiffres sont notables, par exemple, parce que l'Ontario, je pense que le premier référendum, justement, pour la prohibition, c'était seulement 400 000 personnes qui avaient voté pour. Ah, oui. Oui, et plus les référendums avançaient, plus ça diminuait pour, après ça, autoriser la vente d'alcool. Mais c'est intéressant de voir que, encore une fois, les Canadiens français sont une société distincte, font les choses autrement. C'est peut-être une des meilleures preuves, parce qu'à l'époque, le catholicisme est en vigueur. En Ontario, les religions ne sont pas les mêmes dans les 2 provinces, puis à travers le reste du Canada. Non, c'est le protestantisme qui est davantage... en vigueur. En vigueur, je vais dire ça comme ça, pratiqué. Ouais. On en parle comme si c'était des marques de commerce, mais en réalité, on voit que la tempérance, ou en tout cas les mouvements contre l'alcool en Ontario, c'est surtout l'Église méthodiste. Je connais pas vraiment l'Église méthodiste, je sais pas s'ils ont une méthode particulière pour croire, mais grosso modo, il y a des liens assez forts entre les communautés religieuses, mais ce qui arrive au Canada, c'est que c'est la compétence provinciale. Toutes les provinces ont des compétences différentes, et ça fait le jeu des bootleggers et des contrebandiers puis des Al Capone des États-Unis, parce qu'ils se disent on va juste passer par tel chemin, on va passer par ici, on va faire jouer telle législature contre telle législature, puis ça fait des fortunes. Y compris du côté québécois. Ça fait des fortunes puis ça fait des heureux. Parce que je pense que pour l'époque, cette consommation d'alcool-là était nécessaire pour coper avec plein de difficultés. Tu sais, de bâtir une société, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait au travers de décennies, mais c'est pas des décennies nécessairement qui sont faciles parce qu'il y a rien qui existe. Donc, créer, je vais dire toutes, ou à peu près toutes, et en même temps d'essayer d'instaurer des règles sociétales. Ben oui. Bien, tout ça prend du temps. Puis encore là, d'une place à l'autre, je suis certain qu'on entend l'histoire racontée de personnes qui l'auraient vécu. Ils ne nous racontent pas la même chose. Pour revenir aux origines de la prohibition, là, en tout cas aux États-Unis, d'où est-ce que c'est littéralement parti, l'objectif initial, c'était d'interdire les saloons. C'était d'interdire la place qui prend littéralement en otage ton gosier et ton envie de fuir la misère humaine et qui retourne ça contre toi. Et puis ça, en fait, ça parle d'un autre problème, le manque d'institutions. Puis c'est la raison pour laquelle la prohibition, ça ne marche pas vraiment aux États-Unis. C'est parce que pour autant que les États-Unis ont interdit la vente ou le commerce de l'alcool, le bureau de la prohibition n'a jamais eu les ressources de faire ce qu'il fallait faire. Parce que le ministère qui gérait la chose faisait partie de ces institutions-là qui étaient encore à construire. Il n'y a jamais eu plus que 2000 personnes pour une population d'à peu près 100 millions d'Américains qui contrôlaient la consommation individuelle. Les États, certains États américains, refusaient même d'approprier le moindre sou à l'observation de la loi. Ce qui faisait que à un moment donné, tu allais dans le Maine, puis tu avais 2 policiers sur tout le territoire qui allaient contrôler disons, la contrebande et tout et tout. Ouais. Puis après ça, tu allais dans une place comme le Kansas parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat, il n'y avait pas de sous. La police n'existait pas. La police, le bureau de la prohibition n'avait pas perron sur rue, si on veut. Fait à la base, les ressources ne sont pas là. Puis d'un autre côté, on refuse de prendre la poursuite aux criminels au niveau fédéral, ce qui fait que c'est toujours traité comme des petits délits à l'interne au niveau municipal. Ce qui fait que la liste de personnes qu'il faut maintenant aller arrêter ou contrôler dépasse probablement le nombre d'années que va durer le soleil. Dans le fond, c'est juste pour montrer à quel point la liste était longue et c'était juste infaisable. Mais au Québec... Mais ça marche encore comme ça aujourd'hui avec le gouvernement. Si le gouvernement n'a pas d'argent pour, exemple, une enquête ou un programme particulier pour de la répression, mais même si tu as les lois qui sont en vigueur, bien...
Ouais. Les gens sont laissés à eux-mêmes pour le respect de ce règlement-là. Puis je reviens à ce que tu disais, c'est les gens qui militaient au début, qui étaient supportés par l'Église catholique. C'était des bénévoles. C'est pas des gens qui étaient payés. C'est pas des gens qui souhaitaient non plus être rémunérés. Puis une fois que ça a été de l'acquis, la prohibition est arrivée, tu fais quoi? Tu continues à militer gratuitement? Non, tu te retires parce que ton combat... L'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Alors, qui prend le relais? Ça devrait être le gouvernement. Si le gouvernement voit pas d'intérêt dans la prohibition, puis même que les dirigeants consomment eux-mêmes. Ah oui, hey, ça, là, il faut en parler. Mais j'ai envie de te parler des petits curés qu'on pognait ici au Canada pour en envoyer aux États-Unis parce qu'ils consommaient. Des curés d'ici qu'on envoie aux États-Unis? Oui. Steven, parle-moi des curés qu'on a envoyés aux États-Unis. Je n'irais pas te donner un cas en particulier, mais quand un prêtre ici s'adonnait justement au vice de la consommation de l'alcool éthylique. Je vais dire au plaisir de la consommation at large. OK. Insérez ici votre imagination de vous allez voir que l'alcool et le sexe, c'est souvent très, très proches l'un de l'autre. Depuis et les bordels. Longtemps. Oui, exactement. Les bordels en faisaient partie. Et quand on avait M. Curé qui se faisait pogner, qu'est-ce que l'Église faisait? L'envoyer aux États-Unis pratiquer. Et puis, on en prenait un autre. T'sais, souvent, on déplaçait le problème plutôt que de regarder si... d'avoir interdit complètement de consommer de l'alcool à cette personne-là était vraiment favorable. T'sais. Ça, c'est quand le curé se faisait pogner les culottes à terre avec sa bouteille. C'est quand que je pense sa propre population venait qu'à découvrir justement ses vices au grand jour. Là, à ce moment-là, il était beaucoup moins crédible dans son travail, donc c'était mieux de le chipper. Et ça nous amène à un autre problème. Le côté lucratif, le côté économique. Entre 1830 et 1930, ça va mal au Québec. On a beaucoup de pauvreté. Moi, je vais te parler... Tu vas parler de la commission des liqueurs puis ce que ça rapportait au gouvernement? Ça, c'est inévitable. Oui. Non, c'est gros les chiffres. Il n'y avait pas cette source de revenus-là. Oui. Le gouvernement, puis du jour au lendemain, ils sont arrivés avec des gros moyens. Oui, je pense que dans la première année où est-ce que la commission des liqueurs a été établie en 1921, dans la première année, l'argent, le revenu de la commission des liqueurs est équivalent à quoi? À peu près un quart du budget? C'est 18-19 %. Ah, c'était énorme. De plus, qui représentait le budget du gouvernement du Québec. Fait qu'à ce niveau-là, c'était un surplus. C'était 20 % de plus à une époque, en tout cas, dans un contexte parce qu'un pays, en général, fait des déficits. Oui. Non, c'est un coup de circuit. C'est un coup de circuit du gouvernement du Québec. C'est un peu capitalisé, dans le fond, sur ce qui se passe d'illégal aux États-Unis. Mais comme le Canada le fait avec le cannabis aujourd'hui. Tout à fait. Je pense qu'on pourrait créer cette allusion-là. Moi, de ce que genre... T'avais pas de l'air sûr? C'est parce que... D'un côté, c'est la même chose parce que l'alcool est un poison, puis le cannabis est une drogue, puis l'alcool est une forme de drogue parce que ça change le comportement humain. Ouais, c'est plus une drogue parce que c'est décriminalisé. Tout à fait. Ça, c'est mon côté ex-policier qui dit ça. Mais... ça change quand même ton comportement. Ça affecte, mettons, ton système cognitif, si on veut. Ça altère... oui. Mais l'autre parallèle, je doutais parce que dans le fond, j'étais en train de computationnaliser ça dans ma tête. Je regardais je pensais au pour et au contre. Et puis là, je viens de perdre l'idée que j'avais. Il est pas cher. Il est pas cher. Faites un beau lapsus. Non, mais ça devait être pas cher parce que c'était de la bagasse à l'époque, du moonshine. Je voulais juste dire que je commence à perdre la vue d'un œil. C'est très, très bon. C'est bon. Ça va faire de la bonne publicité pour notre commanditaire. Au pire, on coupe ça au montage. Non, tu sais, de roaster justement l'entreprise qui nous supporte. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Il n'y a rien de mieux. Ça fait vraiment un bon service à la clientèle. Vous savez très bien qu'ils ne vendent pas du Four Loko. C'est pas eux les créateurs du Four Loko. C'est encore pire. Alors, retour à la frontière de notre sujet. Tu parlais des curés qui se faisaient rééduquer poliment en se faisant expatrier, dans le fond, aux États-Unis. Oui. L'opportunité économique était là, elle était au rendez-vous parce que le 19e siècle, c'est beaucoup de pauvreté, mais en particulier au Québec, ça roche. Ça va plus mal qu'on dirait dans beaucoup d'autres places en Amérique du Nord. Je pense que ça a rapport avec la fin des terres disponibles. On attirait beaucoup de gens, on gérait beaucoup de problèmes de population en leur donnant des terres. Il n'y a plus de terres disponibles. Les nouvelles terres disponibles sont les terres de roche. C'est un peu la création de l'Abitibi. Et ça, c'est l'histoire de mes grands-parents à moi. Oui. Donc, en 1830 jusqu'en 1930, on voit l'exode d'entre 500 000 à 1 million de Québécois qui s'en vont tout en Nouvelle-Angleterre. Ces gens-là, ils ont des descendants.
à l'époque de la Prohibition, qui sont de l'autre côté, puis qui parlent français, puis qui sont catholiques. Je mets ça en parenthèse, je le Oui. garde de côté pour plus tard. Et puis, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de pauvreté, surtout dans les régions rurales, où est-ce que il y a trop de population pour la terre qui est disponible. La technologie n'est pas encore au rendez-vous. C'est avant l'électrisation, l'électricité! Hein, Maurice Duplessis, bref. Donc, tout ça, ce qui arrive, c'est que quand des petits contrebandiers locaux arrivent, puis ils décident de t'offrir l'équivalent d'un mois de salaire juste pour la permission de passer dans ta Buick ou dans ta Cadillac ou dans ta Ford avec un petit chargement, ça change pas mal tout. Ce qui faisait que la capitale de la contrebande au Québec, les cantons de l'Est, là-bas, j'en ai parlé avec l'historien consultant de la Société d'histoire de Quaticook, qui est littéralement à cheval sur la frontière Tu vas me américaine. parler du Témiscouata? Témiscouata aussi, ça, c'est un grand point de transbordement. Mais grosso modo, quand j'en parlais à ces gens-là qui habitent sur la frontière, qui sont des historiens de la place, ils me disaient, écoutez, être un contrebandier dans le temps, c'était pas mal vu, parce que c'était tout légal. C'était un peu comme être le cordonnier de la place, excepté que c'était des cordonniers qui avaient des chaussures en or, si tu me prêtes l'expression. Oui, mon grand-père en était un. Ah, ouais. C'est mon grand-père? Oui. Mon grand-père était un bootlegger. Avec Avec ma grand-mère. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Puis, Originaire de Matane. OK. Puis là, je vais vous parler de mon père. Mon père est né en 1938. OK. Donc, pour placer dans le contexte, tu l'as dit tantôt, les régions sont très pauvres, c'est précaire. Montréal n'a rien à voir avec le reste du Québec. Ben oui. Et les villes aussi ont été créées souvent autour des cours d'eau, tu sais, pour ce que les... On retourne à la porte de la colonisation. Et justement, tu parlais de terre de roche, mais quand tu n'as rien à exploiter, puis tu es dans la pauvreté. Puis, tu sais, mon père me racontait que les murs chez lui, c'était avec du papier journal. C'était ça l'isolant des murs à la maison. J'ai retrouvé du papier journal dans la maison de ma grand-mère. C'est mon cousin qui a racheté la place. Ils ont tout défait une chambre. Ils ont trouvé des journaux qui dataient genre de 1910. C'était ahurissant. Sur les murs extérieurs? Les murs intérieurs, en fait. OK, intérieur, probablement pour la sono. À un moment donné, quand ils ont passé à travers le mur, je veux dire, il restait juste des billots de bois, puis on pouvait voir à travers. C'est comme, à un moment donné, on ne sait plus trop. Mais bref, ils ont trouvé de très vieux journaux. Fin de la parenthèse. Je pense que ça faisait partie aussi des façons. La paille, je pense que la paille a été utilisée aussi à une certaine époque. Mais mon père me racontait les inondations. C'est moi qui lisais ça parce que je suis allé faire mon arbre généalogique, justement, sur place à Matane. Je suis allé voir le presbytère. Je suis allé faire sortir même les testaments de toutes mes tantes, mes oncles. Juste pour faire mon arbre généalogique, puis en même temps comprendre pourquoi. Parce que mon père m'avait dit que sa famille avait été chassée de la ville de Matane. En pleine nuit. C'est parce qu'il faisait de la contrebande? À cause de délits. À cause de délits. Là, ça devient intéressant. Ouais. C'est déjà intéressant, mais là, ça devient sérieux. Oui. Oui, mon père me dit beaucoup de choses sur son lit de mort, justement par rapport à quel point son père était un trou de cul. Ah, oui, OK. Oui, c'était un homme épouvantable. C'était une brute? C'était une brute. Mon père m'a dit qu'il a déjà été témoin parce que mon père... Puis là, je vais nommer 14 ans. Conduisait la voiture de son père parce qu'il devait le sortir du bar pour aller le raccompagner à la maison. Et mon père voir son père à chaque soir qui s'en allait au bar, on appelait ça saloon, taverne, se battait. Puis ça a l'air que c'était tout un monstre. Il se battait. Tout le monde en avait peur. C'était un peu le tyran du village. C'était un tyran du village. C'est lui qui était aussi un bootlegger? C'est lui qui était en arrière, entre autres. De la consommation, de la fabrication. Et mon père me disait qu'il avait vu mon grand-père lancer un homme avec ses deux bras par-dessus une voiture. Fait que juste donner une image que cet homme-là avait des capacités hors normes et qu'il ne s'en servait pas pour la bonne façon. Entre autres, à cause de sa consommation d'alcool. Alcoolique fini. La maison familiale était une maison de passe. Une maison de passe. Il y a beaucoup de choses qui passaient par là. Beaucoup de choses qui passaient par là. Je ne décrirai pas les crimes humains qui ont été faits dans cette maison-là, mais je vais vous dire que la maîtresse de mon grand-père demeurait dans la maison avec ma grand-mère et les enfants. Ah oui, au vu et su de tous? Oui. Ça devait être un peu bizarre à la maison. C'était très bizarre, très spécial. Et mon père me racontait qu'elle était même tombée enceinte. Ah oui, au vu et... Encore une fois, c'est des oui-dire de mon père sur son lit de mort.
Mais ça, c'est une génération tellement bizarre. Je le dans raconte un parce que monde- j'ai envie de voir si Ouais. c'était la réalité aussi Hmm. de d'autres Québécois dans d'autres régions. Ouais. Parce que j'étais tellement flabbergasté, tellement surpris puis fâché d'entendre tous les sévices Ouais. que cet homme-là a pu faire ou qu'il a pu permettre à d'autres hommes de faire pour que lui consomme, Mhm. plus en fin de vie, parce que je lui montrais comment faire puis que c'était pas Mhm. dangereux de parler de ses émotions. Mais un homme qui a été polytraumatisé, pas juste de par son père, mais de la vie qu'il a menée, parce que mon père, je pense à une époque aussi, était avec la mafia italienne à Montréal. Ah, à un oui. bas âge. Oui, et avait Ton été... père? Oui, mon père. Mon père avait été pris dans cette famille-là. Comme il était, Ben, mettons, adopté ou il Non, pas du travaillait tout. pour Mon eux? père était chanteur dans des clubs. Ah, oui. Chanteur amateur. Et dans des clubs aussi, il y avait la mafia qui était là. Il y avait le crime organisé. Il y avait tout ce qu'on parle. Il y avait de l'alcool, les femmes, les pianos. Cabaret, Cabaret, casino, exactement. emprunt douteux. Il était bon, gagnait des concours amateurs et les Italiens étaient là. Mhm. Puis ils trouvaient qu'il y avait une belle personnalité, qu'il y avait du charisme, puis il jouait bien au pool. Ah, oui. Mon père était un gambler. Un talent important, ça. Oui, et dans ce temps-là, il gagnait sa vie aussi aux tables de jeu. Alors, jouait au pool, et c'est là où est-ce qu'il s'est fait approcher pour travailler pour eux. Ah, oui. Et il était probablement dans la jeune vingtaine à ce moment-là, fait que probablement qu'il avait besoin de valorisation, besoin d'estime de lui-même. Il avait une enfance épouvantable pour lui de trouver une nouvelle famille. Ben oui. Puis je me rappelle, tu sais, parce que mon père me racontait ça comme si pour lui, c'était une belle époque de sa vie, même s'il a fait des choses épouvantables. Puis ça l'a amené à devoir quitter la province du Québec pour s'en aller 10 ans en Colombie-Britannique. Il avait besoin de se faire oui. oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la consommation d'alcool à l'époque n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. En fait, la consommation d'alcool est en déclin pas mal partout dans le monde. Il y a peut-être 2-3 pays où est-ce que ça monte, mais grosso modo, la consommation d'alcool est en déclin. Encore une fois, je pense qu'il va falloir mettre d'autres consommations aussi dans le mix parce que des fois, on voit juste un transfert de consommation. Donc, on a quitté c'est un bon point, ça. quitté l'alcool, mais on est allé vers un autre type de consommation. Donc, il faudrait, d'un point de vue anthropologique, parler des nouvelles substances comme le cannabis. C'est sûr que le cannabis est en hausse. Oui. Moi, je pense aussi à des trucs comme la psilocybine ou l'ayahuasca. C'est l'espèce de liane hallucinogène qu'on consomme un peu en Amérique latine, dans le coin de l'Amazonie. Ça attire de plus en plus de touristes. La psilocybine, c'est un champignon hallucinogène. Oui. Là, quand on parle de moyens, justement, ça De arrive quoi? sur le marché, le micro-dosing Le de moche. microdosing, ben oui. Est-ce qu'on donne les moyens aux autorités d'aller éradiquer cette nouvelle substance-là qui arrive sur le marché? Écoute, je sais même ben. pas si c'est légal ou si c'est illégal. Je sais que c'est très disponible, c'est facile à obtenir, mais je suis même pas dans une position pour dire si le Canada a déclaré que c'était légal ou si ça ne l'est pas. Mais tu as raison, c'est la prochaine question. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Hey, bonne nouvelle tout le monde, la consommation d'alcool, entre parenthèses, ce poison qui tue les bactéries et la vie en général, en tout cas d'un point de vue biologique, fin de la parenthèse, il ne suffit pas de dire que ça, c'est en déclin pour dire que la santé générale du monde va mieux. Non. Parce qu'il y a quand même des drogues qui existent sur la planète qui sont absolument dévastatrices, comme le crocodile. Je ne sais pas si tu as connu ça, là, mais c'est une espèce de drogue bizarre qui est une espèce de composé synthétique hyper chimique qui est apparu en Sibérie. Dans le fond, tu te shootes à ça une ou deux fois, puis ton corps commence à pourrir indéfiniment. Ensuite, tu as le Captagon, c'est genre la drogue en série qui probablement s'en va dans les mains du régime du président en assurant une forme de bénéfice dans une époque où, à cause de la guerre civile, il ne peut pas vraiment collecter de taxes. Ben, c'est son PIB. C'est probablement une bonne source de PIB. Fait que, tu sais, est-ce que c'est pas, dans le fond, un déplacement? Puis si j'en reviens à la prohibition, encore un indice d'à quel point ça a complètement foiré, cette histoire-là. Oui. Dans la première année, la consommation d'alcool a baissé de 30 Fait qu'en principe, tu te dis, ah, cool, c'est une diminution. Sauf que ça veut dire qu'il y a 60 de l'alcool qui était consommé qui l'est encore. Mais à la fin de la prohibition, la consommation d'alcool a doublé. Et une bonne partie de la consommation d'alcool nouvelle vient d'alcool frelaté, c'est-à-dire de bagos, comme tu as dit. Puis il faut dire un peu à quel point la bagos, ça pouvait être dangereux. À la base, la bagos, c'est simple. Tu dis dans ton chez-toi avec les instruments du bord, puis tu fais de l'alcool sur lequel tu n'as pas payé de taxes parce que c'est plus économe. Ça se faisait beaucoup à partir de la mélasse. Ouais. J'ai lu ça.
La mélasse, Ouais, c'était ouais, pas ouais. cher? Mélasse, en théorie, tout ce que tu as besoin, c'est du sucre, d'eau puis de levure. Oui. Tu peux avoir du sucre de bien des places. Par exemple, quand tu fais de la bière, ton malt, c'est-à-dire ton orge qui a germé un peu puis que tu as cuit, il s'en va prendre l'amidon dans la céréale puis il le transforme en sucre, fait que tu as ton sucre. Mhm. Mais tu peux faire du sucre à base de patates. Puis il y a beaucoup de monde qui faisait du moonshine à base de patates. Tous puis les de la cultivateurs embarqués là-dedans. Parce que justement, ça coûtait Voilà. rien fabriquer de l'alcool. Puis ça valait cher, tu pouvais le revendre. Ben, pas juste ça, tu pouvais le troquer. Mhm. Tu pouvais le troquer ou l'utiliser. À une époque où il n'y avait pas beaucoup de monnaie aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais Non. les gens n'avaient pas beaucoup de liquidité Non, non, dans c'est du dans les troc. portefeuilles. On troquait. Ouais. On troquait des poules contre des vaches, on troquait des vaches contre des cochons, on troquait de l'alcool contre un vêtement, etc., etc. Tu sais, c'est difficile de regarder l'histoire sans se placer dans le contexte. Puis Mhm. même si on se place dans le contexte, on va toujours être un petit peu à côté. Tu sais, je raconte... On ce est qui m'a toujours été- nécessairement à côté de la plaque, mais on essaye d'aller sur la plaque. Oui, oui. Je raconte... J'essayais de voir comment un être humain comme mon grand-père a pu faire toutes ces choses-là. Puis tu sais, ayant connu mon père, j'ai pas connu mon grand-père, Mhm. et son immense cœur, j'ai de la difficulté à comprendre. Pourquoi, à un moment donné, les valeurs humaines n'ont pas pris le dessus sur tous les sévices, tous les crimes contre la personne qui ont été faits? Sais-tu quoi? À la lumière de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, Oui. on va renommer le podcast Fini le temps de bière, c'est le temps de la tempérance. Pour le temps d'une tempérance. Ben écoute, il Le peut temps avoir, d'une il peut paix. avoir tout ça là-dedans. Mais on parlait tantôt du coût de fabriquer de la boisson, Ben oui, surtout tu de la me parlais boisson de à partir mélasse. de légumes. On Ouais, parlait ouais. de mélasse. Ce qui a, à un moment donné, motivé le gouvernement, c'est les taxes qui ont été mises dans l'alcool. C'est ça Ouais. qui était intéressant pour le gouvernement. C'était pas nécessairement que il voulait que les gens consomment ce qu'ils ont envie de consommer. Non, non. Ouais. C'était l'argent. Au fond, on a perdu le référendum sur l'alcool. Pourquoi? À cause des taxes et de l'immigration. C'est ça. Tu parles de l'immigration américaine? Toute migration confondue. OK. Et il faut quand même souligner l'apport extrêmement important des immigrants allemands pour la création des bières modernes aux États-Unis qui sont plus claires et plus pintables. Dans le fond, c'est Il des- arrivait avec une... avec une formule bien établie, dans Ouais, le fond. exactement. Tu sais, les pills, ça n'existait pas aux États-Unis. En fait, ça n'existait pas avant que ce soit inventé en Bavière. Ouais. Non, pardon, en Bohème en 1842. Puis ceux qui amènent ça aux États-Unis sont les Allemands. Puis c'est eux qui vont vraiment populariser une bière claire et peintable aux États-Unis. Pas juste ça, aussi une bière qui se démarquait dans la bouche quand tu prenais un mets. Absolument. Parce que c'est la Pale Ale qui était la plus populaire, qui, avec des repas un peu plus rehaussés, se fondait. Dans le fond, il n'y avait pas de... Ça rehaussait pas le goût des aliments, comme la Pilsner pouvait le faire. Mais tout ça, Steven, c'est des bons alcools. Parlons des très mauvais alcools. OK. Parlons du contraire de ce qu'on boit. Vas-y, mais je veux juste finir mon propos par rapport au taxe. Tu sais, aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, on voit une différence. Pourquoi on vit ici dans la région de la capitale nationale, l'Outaouais et la ville d'Ottawa, on voit une différence marquée dans la boisson, dans le coût de la boisson. Les taxes, c'est inévitable. C'est aussi quelque chose qui est intimement relié avec l'histoire de l'alcool parce que un des premiers produits taxés dans l'histoire de l'humanité, c'est la bière. La taxe d'assises qui est sur la production de la bière est une des premières taxes répertoriées. Et ça pouvait fournir à différents gouvernements, je veux dire à différents royaumes, là, c'était avant l'époque moderne, l'équivalent de à peu près 50 de leurs revenus. Et puis, c'était aussi, évidemment, l'appât du gain pour la Société des ligueurs. Grosso modo, c'était parce qu'on ne pouvait pas convaincre les Québécois de faire la prohibition, mais ça permettait de, disons, réglementer la chose et contrôler les achats parce que, je pense que c'est toi qui disais ça tantôt, tu limitais la quantité d'alcool que tu pouvais acheter par semaine. Fait qu'une personne pouvait juste acheter une bouteille. Aux États-Unis. Et au Ah Canada non, au aussi, Canada, au au Canada. aussi, au Un Québec, 40 à onces la par 2 société. semaines, c'est ça que j'ai dit Exactement. tantôt. Fait qu'on limitait ça, Ouais. mais en même temps, on faisait de l'argent. Fait que pour les penseurs politiques de l'époque, c'était comme faire d'une bière deux coups. Ouais. Insérer le jeu de mots très poche ici. Mais c'était aussi une raison pour laquelle la bagasse est devenue si populaire. Parce qu'on trouvait que l'alcool officiel coûtait très cher, puis les gens gagnaient des salaires de misère. Les gens gagnaient des salaires de robine. Et ça nous amène à la robine. Ouais. Les robineux. Ça vient d'où l'expression robineux? Non, mais je trouve ça intéressant. Continue. Robineux, c'est plus quelque chose qu'on dit aujourd'hui. C'est considéré comme ben trop Tu me disais, péjoratif. tu sens la robine. Tu sens la robine. Ouais. Robin. Rubbing alcohol en anglais. Ouais. De l'alcool à friction.
Pour te donner une idée à quel point les miséreux qui sont plus pauvres et qui sont moins nantis, qui ont moins accès à du capital et qui ont moins de travail, au début du 20e siècle, avaient coutume de prendre littéralement de la crème à raser liquide, de faire filtrer ça à travers un pain et de boire ce qui en sortait. Probablement que j'ai pas besoin de dire à nos auditeurs de ne pas faire ça à la maison parce que, premièrement, c'est dégueulasse. Ensuite, ça va peut-être vous endommager quelques organes vitaux. Mais grosso modo, ça, c'était un des exemples. On faisait ça parce que ça coûtait pas cher. Et on faisait d'autres choses. On faisait de la bagosse, qui est un vieux mot italien qui veut dire des restants de fermentation de fruits. On faisait de la bagosse avec, comme tu disais, de la mélasse. Des fois, on prenait du sucre. On aromatisait souvent ça avec ce qu'on devait parce que il fallait bien donner du goût. Il fallait cacher le mauvais goût des fois. Le miel devait être utilisé aussi. Le miel, moi, on dit que c'est bon. J'ai pas de meilleure contribution historique que ça. J'aime le miel. J'en mangerais genre une grappe de miel par jour. Il y a pas de grappe. Ça tombe sur le cœur à un moment donné? Non, j'en prendrais juste une grappe. Une grappe de miel? Je sais pas. Je pense pas que ça existe, mais mettons qu'on ferait une grappe, j'en prendrais une. Je veux juste que les gens le sachent. Okay. Je suis prêt à prendre une grappe de miel, même si ça n'existe pas. Mettons une poignée d'alvéole. Je prendrais une bonne poignée d'alvéole. Ouais, je me mettrais ça directement dans. T'as-tu déjà goûté? Une alvéole? Oui, bien, le miel qui est sur les. Comment on appelle ça? Dans les trucs? Les trucs, là, de ruche de miel. Je suis tellement perdu, j'ai plus de mots, je sais plus. Non, mais c'est comme des morceaux de bois, les gars. Aidez-moi, c'est boire. Vous êtes là, vous autres. Vous êtes encore à l'école, vous autres. Ils savent pas plus. Mais moi, après une carrière militaire, le retour aux études, c'était pas possible. C'est ça, non, c'est trop tard. Mais bref, j'aime le miel, j'aime beaucoup le miel. Puis ça, c'est la fin de cette parenthèse-là. Dans une autre parenthèse, la bagosse, c'était fait à partir souvent de patates. On faisait du whisky blanc. Dans le fond, c'est du gin à partir de patates. Puis ça, c'était pas contrôlé. Puis ça nous amène à un autre point. Quand tu fais de la distillerie, quand tu fais des spiritueux, faut brûler l'alcool. Puis il faut condenser ce qui sort. Puis là, ça te permet de concentrer l'alcool. Ça, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que quand tu commences à faire bouillir ton alcool, les premières vapeurs qui sortent, vraiment, là, c'est chronologique. Les premières choses qui sortent de ton alcool quand tu commences à le faire cuire, c'est ce qu'on appelle l'alcool de tête. C'est pas bon. C'est très mauvais. C'est du méthanol. Le méthanol, tu mets ça dans ton corps, tu es en mode survie instantanément, tu t'en vas aux urgences. C'est comme mettre du mercure sur ta langue, c'est pas une bonne idée, ça va très, 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 très mal. Il faut absolument l'enlever, ton corps n'est pas équipé pour le synthétiser, pour le métaboliser. Fait que, quand tu as juste une espèce de conteneur avec un autre espèce de conteneur, avec des vieux métaux lourds, puis tu fais juste un transfert de vapeur, puis tout, ben tu conserves encore les alcools de méthanol. Donc, ça rend aveugle. Juste pour parler de ça, ça rend littéralement aveugle. Mais ça, c'était rien comparé à d'autres types de choses qu'on trouvait. Il y a des gens qui, pour économiser leurs sous, achetaient des radiateurs d'automobile. Ils mettaient ça dans leur petit alambic maison. Pourquoi? Parce que dans le radiateur, tu as une pièce de radiateur qui peut servir de condenseur. Donc, tu condenses les vapeurs d'alcool. Mais dans les radiateurs de char, tu trouves de l'antigel puis du plomb. Le plomb, ça donne du saturnisme, ce qui est une espèce de maladie qu'on voit plus aujourd'hui parce qu'on voit plus beaucoup de monde qui s'empoisonne au plomb, mais dans laquelle, grosso modo, pas mal tout ton système nerveux puis tes fonctions vitales sont critiquement endommagées, puis ça peut donner toutes sortes de cancers. Bon. Et ça va bien? Bien, on a eu des problèmes dans l'armée, justement, sur certains champs de tir intérieurs. La présence de plomb était beaucoup trop... Sérieux? Oui, beaucoup trop haute. Et sans nommer l'unité en particulier, les gens pourront faire le parallèle. Bien, on nous avait avisé que le taux de plomb était beaucoup trop élevé. Mais il était où, le plomb? Le plomb était dans les airs, dans les murs? Le plomb est dans les ogives. Ah ben oui, évidemment. Et étant donné que c'est des champs de tir intérieurs, les ogives restaient pris dans les morceaux de bois. Tabarouette. Ce qui faisait augmenter le niveau de plomb dans la pièce. Ouais. Et c'était devenu... Puis toi, tu respirais ça, là. T'étais là, nous, là, on continuait à être exposés à ça, mais au moins, on le savait. Ouais, ben c'est bon, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec la connaissance de cause. Oui. Et là... Mais ça allait être éventuellement pris en charge, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ben, c'est ça. Tu as la chaîne de commandement, tu as le temps, puis tu as la bureaucratie, puis tu as... Donc, on a continué oui. à faire les opérations, même si on avait un pourcentage de plomb dans l'air qui était trop. Puis là, c'est là que le bas blesse. Je veux dire, le bas blesse déjà quand tu es exposé à du plomb puis que tu le respires. Ensuite, c'est le fait que ça se répète au fur du temps. Mais moi, j'ai une dernière question pour toi. Oui. La prohibition,
qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en retient? C'est qu'on faisait une différence entre les alcools fortes et les alcools qui étaient davantage tolérés. Tantôt, on a parlé d'une boisson à 2 % d'alcool, mais en fait, je crois que la fin de la prohibition faisait une différence entre les bières qui étaient 4,4 % d'alcool en descendant et l'alcool fort. Donc, on voyait déjà à cette époque-là que la société faisait la différence entre un volume d'alcool raisonnable et ce qui pouvait amener des gros problèmes de santé, puis peut-être même des plus grands problèmes de comportement. Puis encore là, ça dépend du nombre de consommation. On peut comprendre que la population, elle, voulait consommer. Donc, moi, personnellement, je peux penser que la vie était très dure. Si on veut consommer à ce point-là, on veut consommer des alcools qui peuvent te mettre à risque, consommer des alcools qui sont faits à partir de matières résiduelles, puis dans le fond, une matière qui coûte à peu près rien pour en arriver à avoir un effet, parce que les gens consommaient pour avoir de l'effet. C'était ça à l'époque aussi pour les militaires. Dangereux, là. Ils comprenaient les risques. Oui. Peut-être pas avec la même granularité et le même détail que nous, mais ils savaient que c'était pas une bonne idée au moins. Non, mais c'était justement pour fuir, exactement. Pour mettre un baume sur la vie qui était très, très misérable. Puis au fil du temps, améliorer les conditions de vie avec la présence d'alcool qui était nécessaire. Donc, on avait une volonté à ce que ça fonctionne bien en société, même si l'alcool était nécessaire au bon fonctionnement. C'est comme... C'est paradoxal. Je pense que le fait que tu en parles comme un paradoxe traduit bien la situation, parce que c'était un paradoxe. Ça part de bonnes intentions. Ces bonnes intentions-là n'ont pas survécu au test de la réalité, mais ça nous ramène à la description d'une époque difficile, d'une époque où est-ce que la modernité se construit sur le dos des gens qui gagnent très peu et qui n'ont pas le loisir d'aller s'instruire, qui n'ont pas le temps de juste prendre une bière au bar puis d'apprécier les petits plaisirs de la vie. C'est une époque qui est extraordinairement difficile. Tu l'as bien, je pense, tu l'as bien résumé en parlant de ta famille. C'est des innombrables cas de PTSD juste d'avoir survécu à des conditions miséreuses sur des terres qui faisaient rien pousser, etc. Et tout ça dans un climat où est-ce que tout d'un coup, la sécheresse américaine promet de faire de vous des millionnaires si vous avez le moindrement de flair. Et c'est là-dessus que je conclus comme ça cet épisode avec toi. Steven, un gros merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tout ce que tu sais, mais surtout de t'être révélé comme ça. Allez voir Mixoloco. Gros merci à Steven Bilodeau. Et surtout, abonnez-vous au Temps d'une bière. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est Steven, c'est quoi tes prochains shows? Prochain show, c'est le festival Juste pour rire. Je suis en attente de ça. C'est le 21 juillet. Je vais être sur la scène d'Auto-Québec à 18h dans le line-up de Mélanie Couture, à côté de Alphée Gagné et Nadine Massy. Donc, c'est une belle carte à découvrir. Et je vais être aussi avec mon Soundcheck podcast à Juste pour rire dans la tente C'est quoi le 28 juillet à partir de 20h30. Je reçois, entre autres, les rappeurs poches Doug et Jeff et C'est Chuck. Donc, venez me découvrir au Festival Juste pour rire. C'est la première année que je fais mes premiers pas dans ce festival-là. Très honoré. Ça fait 4 ans et demi que je roule ma bosse. Donc, pour toutes mes dates de spectacle, allez voir stevenbilodeau.com. Allez voir stevenbilodeau.com. Ça va être le temps d'une bière avec Steven. Oui. Et abonnez-vous. On vous aime bien. Donnez-nous des commentaires et aimez la vie. Salut!